Alors, effectivement, il n'y a pas trop le choix. Pour évaluer les soins, il faut faire des essais randomisés. Et en fait, tout ça s'explique par une histoire. Une histoire, on ne va pas rentrer dans les détails en 10 minutes, ça serait ridicule. Mais il faut voir que, ben, à l'origine, ben, les médecins, effectivement, au début, ils pensaient pouvoir montrer l'efficacité des thérapeutiques en montrant que le médicament agissait sur la cause de la maladie. C'était extrêmement mécanistique. Et puis à partir des années 50, ils se sont rendus compte que ben, en fait, c'était trop compliqué, on ne pouvait pas faire ça. Avec les microbes, avec les bactéries, encore ça marche un peu, mais le reste du temps, ça ne marche pas. Et donc, ils ont fait des essais randomisés. Et bon, avec le succès qu'on connaît, hein, d'ailleurs même en ce moment, on bénéficie quand même des essais randomisés, il faut bien appeler un chat un chat. Mais alors au début, si vous voulez, l'essai randomisé, c'est très simple, on tire au sort les gens, mais il faut quand même mesurer. Alors il y a des critères d'inclusion, mais ça, les médecins s'en débrouillent, et je pense que vous aussi, vous vous en débrouillerez, de savoir quel patient on met, quelles sont les pathologies un peu homogènes, c'est pas si compliqué que ça. Mais décider qu'un patient va mieux, ça, c'est quelque chose de compliqué. Comment dire qu'un patient va mieux? Et alors, au début, les médecins, ben, ils ont escamoté le problème, mais ils ont dit, ben, un patient va mieux quand l'organe défaillant va mieux. Donc, dans l'asthme, eh ben, on fait souffler les gens dans un tuyau, et s'ils soufflent mieux, eh ben, le médicament est efficace. Alors, bien sûr, en cancérologie, il y a eu la survie. Et puis, on a mis des symptômes aussi, parce que les médecins, ils aiment bien les symptômes, puisque c'est leur pain quotidien. Quand on fait un diagnostic, eh bien, on recherche des symptômes, ça fait un syndrome, et derrière le syndrome, souvent, il y a la maladie. Donc, vous voyez, fonctionnement de l'organe, symptômes, survie, ça a fait le socle de l'évaluation des thérapeutiques, je dirais, jusque dans les années 80. Et puis là, quand même, il y a eu une résistance où les gens ont dit, oui, mais enfin, et le patient là-dedans, et ça a été le boom des mesures de qualité de vie. Alors là, avec en plus, finalement, qu'est-ce que c'est que la qualité de vie? Quelle ambition, hein? Comment ça se mesure? Mais les instruments sont là, il y en a des centaines. Alors en psychiatrie, eh ben, en fait, on a suivi un peu le même mouvement, sauf que l'organe, on ne le mesure pas trop. Alors il y a eu des tentatives, hein. Avec les neurosciences, il y a eu des tentatives dans la schizophrénie de faire des mesures du fonctionnement cognitif, etc. En fait, ça ne marche pas. C'est-à-dire que les autorités de santé n'achètent pas. Elles ne s'achètent pas parce qu'elles ont un doute sur ce que ça mesure vraiment. Et ça, c'est intéressant. C'est-à-dire quand un patient souffle dans un tuyau, ben c'est intéressant. Quand on regarde une IRM chez un patient schizophrène, les gens n'achètent pas. Moi, ça me va assez bien. Mais enfin, en termes épistémiques, ça mériterait d'être creusé. Et donc, pour les psychiatres, c'est les symptômes. Les échelles en psychiatrie, c'est les symptômes. Voilà, on les additionne. À la fin, ça fait une échelle, ça fait un score, et on regarde que le score, il diminue au cours du temps. Alors, j'exagère un peu parce qu'il y a plusieurs, notamment il y a auto-évaluation, hétéro-évaluation, qui doit dire que le patient va mieux. Ça, c'est intéressant parce que dans le reste de la médecine, quand on s'intéresse au ressenti, c'est toujours le patient qui dit la vérité, par postulat. Et je vous vois sourire un peu parce que, eh bien, on sent bien sûr que tout ça est très compliqué. Donc, mais les mesures de qualité de vie, c'est toujours le patient qui sait mieux que les médecins et que les soignants, etc. Alors qu'en psychiatrie, eh ben, le gold standard, c'est le psychiatre. Alors on est traité de réactionnaire parce que, après tout, le patient c'est mieux, mais sauf que, alors on dit toujours oui, mais un patient psychotique, il a peut-être du mal à dire comment il va, ce qui est à moitié vrai, mais à moitié seulement. Beaucoup de patients psychotiques disent très bien comment ils vont. Et mais en fait, même pour un patient déprimé, c'est pas si simple que ça de dire qu'on va mal. Hein. S'autoriser à dire qu'on va pas bien quand on est déprimé, souvent c'est quelque chose qui va demander déjà un travail pour le patient. Bref, donc on a des arguments pour dire que les hétéroévaluations marchent pas mal, et en fait c'est les arguments statistiques qui ont emporté, c'est que avec les hétéroévaluations, c'est là qu'il y a besoin d'inclure moins de patients dans les études. On a plus de puissance statistique. Et ça, c'est un résultat extrêmement robuste. Et comme le nombre de patients coûte, plus il y a de patients, plus ça coûte cher. Et un essai, ça peut coûter des centaines de millions d'euros, hein. Donc, du coup, les hétéroévaluations l'ont emporté, même s'il y a aussi des auto-évaluations, et même si maintenant on mesure de la qualité de vie et du fonctionnement, etc., etc. Alors, on en arrive à l'évaluation des psychothérapies.
Ben, en fait, l'évaluation des psychothérapies, elles se sont trouvées coincées par la jurisprudence. C'est que les médecins évaluent avec des essais randomisés, ils évaluent avec des mesures. Eh ben, c'est le gold standard. Donc, si vous voulez être reconnu comme un soin, donc il faut que vous soyez évalué comme un médicament. C'est tout, il n'y a pas de discussion. Alors au début, vous savez, les psychothérapeutes ont résisté. Et puis, devant la question du remboursement, il y a plein de pays où il n'y a pas eu le choix, ils ont fait des essais randomisés en prenant des mesures qui ressemblaient aux mesures des psychiatres hein, et qui globalement sont des mesures de volume symptomatique. Et puis là, surprise, ça a marché. C'est-à-dire qu'il y a plein, vous savez, et d'ailleurs Bruce Van Paul l'a dit, il y a plein d'études, que ce soit les TCC, les thérapies psychanalytiques, les thérapies systémiques, etc. En fait, et il l'a dit implicitement, vous savez, le principal biais de ces études, c'est que les thérapeutes qu'il y a dans les études sont des thérapeutes qui sont très forts. Et donc c'est normal que les psychothérapies soient efficaces. Si vous prenez des psychothérapeutes hors normes, en gros, quelle que soit la technique qu'ils utilisent, ça va marcher. Et donc du coup, oui, bien sûr. Alors, on a montré que ça marchait. C'est très bien pour les assurances, c'est très bien pour les politiques. Mais entre nous, la vraie question, d'ailleurs, il le disait lui-même, c'est en fait, qu'est-ce qui fait qu'un thérapeute marche mieux qu'un autre? Parce que vous savez très bien que tous les thérapeutes ne sont pas aussi efficaces les uns que les autres. C'est comme les chirurgiens. Pour les chirurgiens, tout le monde trouve ça normal. Pour les psychothérapeutes, c'est moins dit, mais c'est la même chose. Alors, si j'en arrive là dans les 2 minutes 50 qui me restent, en fait, la systémique là-dedans, elle a quoi comme particularité? Pour un pédopsychiatre, en fait, c'est majeur, parce que si vous voulez, nous, en fait, nous sommes des monsieur Jourdain de la systémie. C'est que, en fait, nous accueillons des familles tout le temps. Et donc, ça fait maintenant 35 ans que j'interroge des familles. Et le problème que nous avons, c'est que quand nous proposons un traitement, ce traitement fait du bien à qui? Prenez du méthylphénidate dans l'hyperactivité, mais tous les jours. La question qui se pose, c'est que je prescris du méthylphénidate pour faire plaisir à qui? Pour faire plaisir, pour améliorer l'état du patient, des parents, de l'enseignant, de la société. Et du coup, le critère d'évaluation, il est où? Et alors, récemment, un collègue psychiatre pour adultes essayait de mettre en œuvre des indicateurs de santé mentaux pour les généraliser à l'ensemble des services de psychiatrie pour voir quels sont les services qui marchent le mieux. Alors il me dit, en avant, on va faire pareil pour la pédopsie. Ben oui, mais j'ai dit, mais alors qui mesure? Qui a raison? Et alors, ici, on arrose tous les enfants de méthylphénidate, il va y avoir plein de parents qui vont être contents, hein, parce que les notes à l'école vont monter, ils vont être plus calmes, etc. Et les indicateurs, ils vont être très bons. Hein. Et tu crois que c'est ça qu'on veut faire comme médecine? Ah, je savais pas, excuse-moi, oui, c'est vrai, j'avais pas réalisé ça. Et donc, en fait, dès qu'on a un système, alors pour moi, c'est une famille, hein, que ce soit dans la maladie d'Alzheimer, que ce soit en pédopsychiatrie, aujourd'hui, la question se pose de savoir, finalement, comment on mesure que ça va mieux. Et là, c'est un champ de recherche absolument fascinant parce qu'on pourrait dire, c'est pas possible, puisqu'on peut pas, alors on va pas faire parler un groupe, surtout s'ils sont pas d'accord. Si on fait la moyenne, c'est ridicule, ça n'a pas de sens. Eh bien, en fait, figurez-vous que c'est comme ce qui s'est passé pour les essais randomisés qui ont commencé à être faits dans les psychothérapies. Au début, on se dit que c'est pas possible. Et en fait, quand on se met à le faire, on se rend compte qu'on peut arriver à dire des choses. Même si dans le fond, ça n'a pas de sens, en pratique, si on tolère une certaine marge d'incertitude, on arrive à voir des choses. Et je vais juste vous donner un exemple. Il y a 5 ans, on avait fait un travail avec François de Sengly, qui est sociologue, François Marty, qui est psychanalyste, sur les relations intrafamiliales des adolescents. Et on a interrogé des adolescents dans 3 lycées en France, province et Île-de-France. On leur avait demandé, mais finalement, dans votre famille, expliquez comment ça se passe. Et ils ont écrit comment ça se passait dans la famille, pendant 3 quarts d'heure de cours. On a eu comme ça entre 100 et 200 verbatim d'adolescents. Et donc, les sociologues, les psychanalystes, les psychiatres les ont lus et se sont demandé, mais à partir de ça, comment moi je pourrais dire que cette famille fonctionne? Et chaque groupe de chercheurs, avec des théories complètement différentes, ont analysé ces corpus et les ont cotés. Et après, on a fait une analyse en composantes principales pour voir si, en fait, ces chercheurs
disaient des choses complètement différentes. En apparence, c'est complètement différent. Leurs théories sont complètement différentes. Eh bien, en fait, il y avait une première composante principale extrêmement forte qui correspondait au fait que la famille déconne ou déconne pas. Alors, vous me direz, ah oui, mais qu'est-ce qu'une famille qui déconne? Quelle est la définition? Etc., etc. Eh bien, ouais, mais quand même, voilà, quand même, entre des sociologues, des psychanalystes et des psychiatres, quand ça déconne vraiment, tout le monde le voit, et quand ça déconne moyennement normalement, eh ben, les gens le voient à peu près aussi. Voilà. Si on veut être trop précis, rien ne marche. Si on se satisfait de ce qui émerge, eh bien, en fait, c'est suffisant pour se mettre à faire des recherches. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et j'espère ne pas avoir dépassé beaucoup.